On continue notre exploration des différents systèmes de coordonnées par les coordonnées cylindriques. Alors les coordonnées cylindriques, ça n'est rien d'autre que les coordonnées polaires auxquelles on a rajouté un axe vertical pour décrire la coordonnée Z. Donc pour le représenter, le mieux, vous pouvez voir sur la petite animation qui est là, vous avez votre point M qui se balade, et donc vous avez deux choses, la projection verticale sur l'axe des Z qui correspond à l'abscisse, à l'ordonnée Z, et la projection sur le plan OXY qui correspond à une projection en polaire. Donc on va, si on le dessine, on a l'axe des Z qui est comme ça, on a les X qui viennent vers vous, les Y qui sont par là. Si je prends un point M comme pour les coordonnées cartésiennes et que je fais sa projection, donc vous avez ici un point H qui va être justement à l'ordonnée Z, et là je prends le point P, et vous voyez que pour avoir le point P, je peux déterminer ici dans le plan OXY un angle θ, et cet angle θ, ça va être notre angle θ des coordonnées polaires. Les axes correspondants vont se retrouver ici, donc de O à P, c'est OP qui est notre vecteur qui est décrit en coordonnées polaires. J'ai donc ER, je vais avoir Eθ qui est dans le plan OXY et perpendiculaire à ER, et bien sûr, vous avez le EZ qui monte, comme ça, et donc je vais pouvoir reproduire ce système d'axes. J'ai ER dans le plan qui passe par le point H qui est là-haut, Eθ qui est par là perpendiculaire à ER, et puis EZ qui est perpendiculaire aux deux autres et qui pointe vers le haut. Vous voyez au passage que le trièdre ER, Eθ, EZ est un trièdre direct, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir avec la règle de la main droite, le premier ER, le deuxième Eθ, et vous avez EZ qui monte, ce qui correspond bien aux trois directions qui sont indiquées là. Donc pour avoir la coordonnée, vous avez que les coordonnées du point M, cette distance, HM, ou alors la distance OP, c'est la distance à l'axe de rotation, parce que très souvent on utilisera les coordonnées cylindriques quand on aura un axe de rotation qu'on va prendre pour être au Z. Donc on a, ce qui nous intéresse, c'est la distance à l'axe, et ensuite on a le déplacement vertical. Donc pour avoir le vecteur position, on va écrire ce vecteur position OM en décomposant, en disant que c'est le vecteur OP plus le vecteur PM. Étant donné que P, par définition, c'est la projection orthogonale de M sur le plan OXY, ça veut dire que PM est uniquement vertical, il est selon EZ, et OP, il est uniquement dans le plan OXY, et donc on peut, lui, le décrire par les coordonnées polaires. Donc OP, ça va être R selon le vecteur ER, et OM, je me déplace d'une distance Z selon le vecteur OZ. EZ. Donc, on se retrouve avec une expression qui est comme ça. Alors, là encore, vous avez le fameux platane qui est de vouloir rajouter en se disant comme le point M est décrit par une coordonnée R, une coordonnée θ et une coordonnée Z, on se dit trois coordonnées, on a du RER, on a du ZEZ, le troisième vecteur c'est du Eθ, ce serait naturel d'un point de vue typographique de mettre du θ, dθ, mais il n'y en a pas. θ selon Eθ, il n'y en a pas parce que ce serait pas homogène. θ est un angle, donc on ne peut pas avoir une position, c'est-à-dire une distance qui non une des coordonnées est juste un angle et non pas une distance. Donc il faut faire attention avec cette expression-là, il n'y a pas de terme en θ Eθ, c'est juste R selon ER, je m'éloigne de manière radiale ici, et ensuite je monte
à la verticale pour rejoindre le point M. C'est-à-dire que vous décrivez votre système en des couches. Les couches, dans chaque couche, vous avez une description en termes polaires. Et puis, dans la couche qui correspond à l'origine des Z, après, pour monter à la couche ou à l'étage qui correspond à votre point M, vous devez vous déplacer de Z selon EZ. Alors, pour le vecteur vitesse et le vecteur accélération, ça va être beaucoup plus rapide parce que on a les mêmes caractéristiques que pour le repère polaire. Donc on a déjà fait tout le boulot. Donc pour le vecteur vitesse, vous allez avoir que le vecteur vitesse, par définition, c'est la dérivée de OM par rapport au temps. Et donc ça va être la dérivée de RER par rapport au temps, plus la dérivée de ZEZ par rapport au temps. Ce bout-là, on l'a déjà vu quand on était dans les coordonnées cartésiennes et on s'est rendu compte qu'en fait, comme le EZ est constant, il va pouvoir sortir de la dérivée et j'ai juste du dz sur dt selon le vecteur EZ. Ce bout-là, en revanche, on s'est rendu compte que comme le vecteur ER, il bouge à mesure que M se déplace, comme vous le voyez sur la petite animation. Donc ce vecteur ER, comme il bouge, vous avez que sa dérivée n'est pas nulle, on ne peut pas le sortir de la dérivée, donc on doit introduire R, dr sur dt selon ER plus R fois DER sur dt, et ce R DER sur dt me redonne du R θ.ER, exactement comme on l'a démontré dans les coordonnées polaires. Donc je ne vais pas m'amuser à le refaire. Donc on se retrouve avec du dr sur dt selon ER, ça c'est le premier terme, plus R fois DER sur dt, DER sur dt c'est θ.Eθ. Donc, alors je vais garder les d sur dt pour une première expression. Et il me reste le dz sur dt selon EZ. Et je vais l'écrire en forme avec les petits points pour justement bien visualiser qu'est-ce qu'on dérive, qu'est-ce qu'on ne dérive pas. Et z.EZ. Donc le vecteur vitesse, il y a la partie polaire, le R.ER plus Rθ.Eθ, et vous avez la partie cartésienne qui correspond à la dernière montée de votre système au déplacement suivant Z, et comme EZ est fixe, c'est juste du Z.EZ. Pour le vecteur accélération, à nouveau, il va devoir s'écrire comme étant la dérivée de la vitesse. Et la vitesse, c'était la dérivée de OP plus la dérivée de PM. Et donc on se rend compte qu'on a la dérivée seconde de OP plus la dérivée seconde du vecteur PM. Et dans cette expression, on va pas s'amuser à refaire tous les calculs, même si ça peut être un bon exercice pour vous d'essayer de retrouver systématiquement l'expression de l'accélération en polaire, parce que ça sera pour la question de cours. Mais là, vous voyez que quand je dérive ces deux termes, lui il m'en donne 2 de plus, lui il m'en donne 3, parce que j'ai 3 parties qui dépendent du temps, R, θ point et Eθ. Et lui il ne m'en donne qu'un seul, puisque j'ai un seul truc qui dépend du temps, qui est le Z point. Donc je me rends compte que ça, c'est l'accélération en polaire, puisque P il s'exprime en coordonnées polaires dans le plan OXY, et il s'écrit R point point moins Rθ point carré selon ER, plus 2 R point θ point plus Rθ point point selon Eθ. Ça, c'est l'accélération, la partie qui correspond à OP. Donc, ce truc-là, c'est tout ça. Et la deuxième partie, là, c'est simplement la dérivée de ça. EZ est constant, donc j'ai du Z point point selon EZ. Vous voyez que ce bout-là correspond à celui-ci. Et vous avez votre expression de l'accélération. Donc comme dit, ça ne donne pas, il n'y a pas de difficulté particulière comparée à l'accélération en polaire, du moins pas au niveau
de la mémoire ou du fait qu'il faut réussir à le retrouver systématiquement, vous avez votre accélération qui est ici en polaire, plus le terme qui correspond à la montée verticale selon l'axe des Z. À noter que personnellement, ces accélérations-là, je ne les connais pas par cœur, c'est-à-dire que au bout de quelques semaines de mécanique, ça finit par revenir, mais la plupart du temps, je me refais la démonstration. C'est relativement facile. Le R point point, il vient de la dérivée de celui-là. Quand je dérive celui-là, il arrive à un R point fois θ point E θ. Donc, il y en a un de ces termes-là. Il y en a un autre qui vient de la dérivée de celui-ci. Donc, j'ai deux fois R point θ point selon E θ. J'ai un R θ point point selon E θ. Et puis, celui-ci me fait apparaître un moins. Il y a un θ point qui sort, multiplié par celui-là, ça me fait du θ point carré, donc j'ai bien du moins R θ point carré selon ER. C'est toujours bon de le refaire pour pas confondre, parce que vous voyez qu'il y a un 2 ici, il y a un 2 là, il y a des points un peu partout. Alors il faut qu'on compte, il y a toujours systématiquement 2 points, puisqu'il y a une dérivée temporelle double, donc 2 divisions par un temps qui apparaît sur chacun des termes. Là, vous voyez que c'est θ point, donc une division par un temps au carré, donc une deuxième division par un temps, une division par un temps fois une division par un temps, et puis une division double par un temps, donc bien un temps au carré qui apparaît à chaque fois. Bref, donc ça vous permet de retrouver les expressions et de voir comment est-ce que ça se passe pour l'accélération en coordonnées cylindriques. Alors, il me reste encore le vecteur déplacement élémentaire, donc DOM. Cette fois-ci, je vais plus forcément m'amuser à faire le petit dessin, mais c'est le même principe que ce qu'on avait fait la dernière fois avec les coordonnées polaires. Et ce vecteur déplacement élémentaire, DOM, je peux le retrouver en disant que c'est la vitesse fois dt. Hop, donc je vais prendre cette expression-là, c'est pour ça que je l'ai écrite. Si je multiplie ça par dt, vous voyez qu'il y a un dt qui se simplifie, il me reste dr selon le vecteur ER. Là, j'ai du r fois dθ sur dt fois dt, donc il reste du dθ selon le vecteur Eθ, et dz sur dt fois dt, il reste du dz selon le vecteur Ez. Mon déplacement élémentaire s'écrit la partie polaire, DRER plus R dθ Eθ, pas forcément évidente, et puis la partie cartésienne, on avait vu que là c'était simplement, on faisait la différence des coordonnées, il me restait la différence, c'est-à-dire le dz correspondant. Alors là, comme on est à 3 dimensions, ce qui va être intéressant, c'est de faire apparaître des surfaces, ce qu'on appelle des surfaces élémentaires. Donc, si on se place quelque part sur le point M avec des machins qui partent comme ça, là j'ai mon point M, là je me déplace suivant ER, dans cette direction-là, je me déplace suivant Eθ dans cette direction-là, et puis selon Z là. Donc ça fait une sorte de petit barrage avec des... donc il faut sur les petites le petit schéma qui apparaît à votre écran, vous le verrez bien mieux, et vous pourrez regarder dans les notes de cours pour les avoir en correspondance. Mais vous voyez que il y a un certain nombre donc il faut imaginer le truc qui est ici, il passe derrière, donc le coin c'est comme un coin de pièce. Donc vous avez 3 surfaces élémentaires, une surface 1, une surface 2, une surface 3. Là vous voyez qu'on monte de dz et puis on se déplace de dr. Là c'est dr et puis là c'est r dθ. Donc ça me donne pour la petite surface 1, ça va être un rectangle de longueur dr, de largeur dz. La petite surface 2, c'est du dr, puisque là je retrouve du dr fois du r dθ. Vous voyez qu'on peut retrouver ces éléments de surface facilement. Et la petite surface 3, ça va être du dz fois r dθ. Par exemple, ça peut servir pour calculer la surface extérieure, la surface latérale pour un cylindre. Si on se posait la question, si je prends un cylindre de hauteur h
comme ça. Vous prenez un cylindre, hop, de hauteur petit h, de rayon grand R, et vous voulez calculer la surface latérale. Alors, le plus simple, c'est de prendre une paire de ciseaux, de couper ici, de l'étaler, de se rendre compte que finalement on a un rectangle de hauteur h et de longueur, le périmètre du cercle, 2πr, et puis on a la surface latérale, elle vaut 2πr fois h. Et si on devait le retrouver d'un point de vue intégral, ici j'ai un petit élément de surface qui va se retrouver à cet endroit-là. C'est ma surface 3, ce petit machin ici, c'est ce truc-là. Et maintenant, je veux sommer tous ces petits éléments de surface, donc la surface latérale, ça va être la somme. Alors, comme c'est des sommes d'éléments infinitésimaux, ça correspond à une intégrale. Une intégrale, c'est une somme de petits éléments, et c'est la somme des ds3. Et la question à se poser, c'est en quoi varient les coordonnées pour pouvoir passer en revue tous les éléments qui sont à la surface du cylindre. Eh bien, comme vous êtes à une longueur R, alors je vais déjà l'écrire de manière explicite, ce ds3, je vais avoir du R fois dz fois dθ. Z, il va varier de 0 à h. Et θ, si je prends un angle, je prends n'importe quel angle, c'est mon angle de départ, vous voyez que l'angle, il peut varier de 0 jusqu'à 2π. Bon, j'ai des intégrales. Les intégrales, vous savez que quand il y a quelque chose qui ne dépend pas de la variable, je peux le sortir de l'intégrale. Donc le R qui est ici, je peux le sortir de la première intégrale. Je peux aussi le sortir de la deuxième intégrale, puisqu'il ne dépend ni de θ, ni de z. Le dz, lui, ne dépend pas de θ. C'est-à-dire que je me déplace, j'ai un z qui est donné, et puis je peux le bouger comme je veux, indépendamment de où est-ce que je suis en θ. Donc le dz, je peux le sortir aussi. Donc si je réécris ça sans trop réfléchir aux implications, j'ai de z égale 0 à h d dz multiplié par l'intégrale de θ égale 0 à 2π d dθ. Alors là maintenant, ça je sais calculer. L'intégrale de 0 à 2π d dθ, ça me donne justement 2π. Je fais la somme de tous les petits angles. Quand je vais de l'angle 0 jusqu'à l'angle de π, la somme totale, c'est le 2π en entier. Vous pouvez aussi simplement prendre la primitive, c'est l'intégrale de 1 fois dθ. Ça se primitive en θ, donc je prends θ entre la valeur de 0 et la valeur de 2π, donc ça me fait du 2π moins 0, et ça me donne bien du 2π. De la même manière pour z, ça s'intègre à la même chose, j'ai un 1 qui est ici, et ça me donne petit h. Et vous voyez qu'on retrouve le résultat r h fois 2π, ou alors 2πr fois h, c'est-à-dire le périmètre fois la hauteur. Donc ces systèmes de coordonnées vous permettent de retrouver des informations comme ici la surface latérale d'un cylindre. On pourrait l'utiliser aussi si on prend l'élément de volume correspondant, donc ça c'est les éléments de surface, mais si je prends l'élément de volume qui correspond à ce petit parallépipède là dont je vois un coin ici, l'élément de volume correspondant va être le produit dr fois dz fois r dθ. Donc on peut le noter d grand V, ça va être dr dz fois r dθ. Et si j'utilise ça, je peux essayer de paramétrer mon système pour calculer le volume du cylindre. Vous pouvez vous amuser à essayer de voir ça. Si ça vous parle pas pour le moment, laissez tomber, c'est pas grave. On va de toute façon reprendre ces notions un petit peu plus tard, mais ça peut ouvrir un certain nombre de choses à ceux qui voient ce que cela peut nous apporter d'utiliser ces systèmes de coordonnées.